Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 14 janvier 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je vous entretiens de ce petit livre de Jérôme Blanchet-Gravel, Le nouveau triangle amoureux, gauche, islam et multiculturalisme. C'est à la fois un ouvrage pamphlétaire, un ouvrage d'humeur, et c'est également aussi un livre qui est documenté. Mais avant, je vais, je vais vous poser une question. Alors, vous pouvez répondre, ceux qui écoutent mes vidéos, vous pouvez lâcher un cri. Je connais la réponse, comme dans un quiz, mais je suis absolument certain que vous ne connaissez pas la réponse à la question que je vais vous poser à l'instant. Combien y a-t-il de familles protestantes aux États-Unis? Combien y a-t-il de branches protestantes aux États-Unis seulement? 10, 12, 20, 30, 40? Vous n'y êtes pas du tout. Il y en a 100 000. 100 000 familles protestantes aux États-Unis. Le protestantisme, qui est issu, comme vous le savez, à la suite de schisme avec Luther, portait en son sein toutes les subdivisions et les divisions inimaginables. La preuve, juste aux États-Unis, 100 000. Et compte en commun ces 100 000 brindilles du protestantisme, la catophobie. Ils peuvent s'entretuer idéologiquement sur tel ou tel point de doctrine, mais ils partagent un point commun. Ils sont catophobes. Qu'en est-il maintenant des diverses branches de l'islam? Vous allez voir, c'est pas simple là non plus. Il y a 5 branches majeures de l'islam. Vous avez les sunnites, vous avez les chiites, vous avez les kharidjites, les kalams et ce qu'on appelle le nouvel islam, qu'on retrouve surtout en Afrique avec l'une de ces branches, qui est à mon avis absolument séduisante, le soufisme. Alors à l'intérieur de ces branches-là se subdivisent à nouveau d'autres branches, des dizaines et des centaines. Je ne connais pas le monde de l'islam. Je ne vais pas m'avancer ici à vous offrir un portrait des diverses familles de l'islam. J'ai nommé les 5 grandes principales. Une recherche aisée peut nous permettre de le constater. À l'intérieur, je vais m'arrêter à une, les chiites, qui eux-mêmes se divisent en goulates et eux-mêmes qui se subdivisent en alaouites, entre autres choses, branche à laquelle appartient Bachar el-Assad, le dirigeant qui tient toujours le pouvoir en Syrie, le dirigeant assiégé qui tient toujours le pouvoir en Syrie. Et contrairement à ce qu'avait prophétisé Samuel Huntington dans Le choc des civilisations, nous assistons en ce moment à ce que Gilles Kepel appelle la fitna, c'est-à-dire la guerre civile entre les diverses familles musulmanes. Précisons ici que les sunnites forment à 90% le corps des musulmans. 90% des musulmans sont de confession sunnite. Alors voilà donc la fitna. Et l'enjeu pour les intellectuels, certains intellectuels musulmans, dont l'un des plus beaux représentants est, vous voyez, le nom m'échappe. J'aurais dû prendre d'autres notes, là.
Il vient de temps en temps à Montréal et il est accueilli à bras ouverts par une partie de la gauche montréalaise et de la gauche occidentale en général, qui est anti-sioniste, mais qui également refuse de reconnaître l'État d'Israël. Quant à moi, je pense qu'il n'y aura pas de paix négociée au Moyen-Orient tant que la paix, tant que les divers pays arabes n'auront pas reconnu l'existence de l'État d'Israël. Deux États séparés. Les Palestiniens également doivent avoir leur État. C'est la position également de beaucoup d'intellectuels israéliens, malgré tout, ce qui explique, entre autres choses, pourquoi le Canada est très pro-israélien. C'est que nous, Canadiens, pensons que Israël, malgré tous ses défauts et malgré tout son comportement, est une démocratie. C'est également le point de vue d'Amos Oz qui invite les deux peuples palestiniens et israéliens à arriver à s'entendre pour se reconnaître mutuellement et avoir deux États séparés. Évidemment, la question des réfugiés palestiniens au lendemain de la prise de possession du territoire par les Israéliens en 1948 reste une question majeure et absolument difficile à résoudre. Mais les lignes bougent en ce moment. On le voit avec les accords vont-ils tenir la route entre Américains, Européens et Iraniens, qui, eux, sont d'origine chiite. Alors, je vais vous lire, moi j'avais envie de vous lire le comportement de Philippe Couillard. Alors, j'hésite entre vous parler de Philippe Couillard ou Amir Kadir. J'hésite entre les deux. Je vais y aller avec Philippe Couillard. Puisque de toute façon, le véritable ennemi, le véritable adversaire politique, c'est Philippe Couillard. Ce qui est étonnant entre le Parti libéral et il y a un point commun entre le Parti libéral et Québec solidaire, c'est que leurs militants sont vraiment, c'est sûr, le mot militant pour parler du Parti libéral reste étonnant, mais les militants du Parti libéral et les militants de Québec solidaire ont un point commun. Ils sont extrêmement obéissants. On ne les entend pas beaucoup, les militants de Québec solidaire, lorsque, comme par exemple à l'Université de York, la direction blâme un professeur qui a obligé un de ses étudiants à faire des travaux avec des femmes. Imaginez donc, faire des travaux avec des femmes. C'est effrayant, ça. Alors, je vous lis un petit passage. Mais qui est donc Philippe Couillard et que savent véritablement sur lui appelons-les les militants libéraux, qui l'ont élu à leur tête? Couillard est d'abord un chantre zélé et enthousiaste du multiculturalisme, cette idéologie qui soutient notamment que toutes les cultures se valent. Ensuite, il semble être un homme politique plutôt habile. Philippe Couillard affiche néanmoins des visées néfastes pour l'identité québécoise. Il est aussi un personnage dont il faut se méfier, compte tenu de certaines activités fort questionnables qu'il a menées. Par exemple, les deux rôles qu'il aura tenus simultanément, soit celui de conseiller auprès de l'État d'Arabie saoudite et celui de membre du comité de surveillance responsable de superviser les activités d'espionnage du Service canadien du renseignement de sécurité, le SCRS.
ce groupe qui entrepose en permanence toutes vos activités, quelles qu'elles soient, moi inclus, peuvent laisser pour le moins perplexe quant à ses compétences en matière de sécurité collective. Nul besoin d'être très perspicace pour constater que Philippe Couillard s'est alors trouvé dans une troublante situation de conflit d'intérêts. En 2010, le gouvernement conservateur de Stephen Harper nommait effectivement Couillard au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, CSARS, cela tandis qu'il était toujours membre du Conseil consultatif international mis sur pied par le ministre de la Santé de l'Arabie saoudite, là je me prépare, Abdullah bin Abdul Aziz Al Rabea. Ces informations se retrouvent d'ailleurs toujours sur le site internet du CSARS dans la section relative à la biographie de Philippe Couillard. Devant quoi il est certainement légitime de se demander en quoi le statut d'un individu comme Philippe Couillard, qui a durant longtemps été au service du gouvernement de l'un des pays les plus actifs en matière de financement du terrorisme international, ici avons-nous besoin de rappeler que Ben Laden était saoudien, pourrait être conforme, et le double jeu sans cesse que joue l'Arabie saoudite. Mais notre homme, Philippe Couillard, n'a pas hésité à mettre sur pied à fonder, c'est ce qu'il va nous dire ici, en matière de financement du terrorisme international, pourrait être conforme au mandat qui était le sien au sein du CSARS. En effet, le docteur Couillard était engagé dès 1992 à Daran par la société pétrolière Aramco, toujours en Arabie saoudite, afin d'y fonder un service de neurochirurgie. À partir de cette année-là, il se serait ensuite fait d'importants contacts dans ce pays, dont le courant de pensée officiel est le wahhabisme, l'un des courants les plus implacables, les plus belliqueux et implacables du fondamentalisme mahométan et dont l'interprétation littérale des textes sacrés est l'une des principales caractéristiques. A-t-on vraiment besoin de souligner le fait que l'Arabie saoudite est la championne, toute catégorie, de l'application de la loi islamique, la charia, que l'Arabie saoudite est l'un des principaux centres de diffusion de l'idéologie djihadiste et que de nombreuses peines de mort y sont annuellement appliquées pour des délits allant de l'adultère à l'homosexualité, en passant par de simples larcins, qu'il s'agit aussi d'un pays où les droits des femmes sont pratiquement inexistants. Ouais, que faisait notre bon docteur? C'est simple, hein? Le docteur Couillard était là pour assurer sa sécurité financière. Il était là pour de l'argent. Hein? C'est pas bien difficile à comprendre, ça. Une sorte de mercenaire au service d'une multinationale qui n'hésite pas à faire des affaires avec un pays qui est l'exact contraire de ce que représentent nos aspirations démocratiques. Alors, oui, ici, l'auteur nous dit que Couillard a appris l'arabe, qu'il aimait beaucoup entendre le chant des Mézouines. C'est vrai que c'est beau, d'ailleurs. Je partage ce sentiment. D'ailleurs, c'est une des choses qui me désole dans tout ce débat sur l'islam radical. J'ai l'impression que l'islam nous bloque la route
à la culture arabe. Alors, un dernier passage. Le régime de l'Arabie saoudite avec lequel Couillard a collaboré n'a jamais eu besoin de s'appuyer sur le nationalisme pour être antisémite et pour que son mode de fonctionnement soit basé sur le totalitarisme le plus exacerbé qui puisse exister. Ce régime n'a jamais eu besoin non plus de tenir un référendum pour décapiter ou lapider des femmes sur la place publique. En quoi donc le nationalisme québécois pourrait-il donc être si néfaste comparativement aux exactions inhumaines qui sont le fruit du fondamentalisme islamique et dont il a très certainement été informé durant ses longues années au service du régime saoudien. Et après, c'est le même Couillard qui vient sermonner les Québécois sur leur prétendu manque d'ouverture tout en décriant ce qu'il qualifie d'intégrisme laïque. La conclusion, si rien d'étonnant donc à ce que Philippe Couillard soit si pressé d'intégrer le Québec à une constitution fédérale qui fait la promotion du multiculturalisme et qu'il rejette catégoriquement l'idée d'une charte québécoise de la laïcité interdisant le port de signes religieux dans la fonction publique. Comme le rappelle Mathieu Bock-Côté, Philippe Couillard semble trouver loufoque l'idée de la souveraineté du Québec, l'État-nation étant associé à son esprit à une forme de nationalisme tribal symptomatique d'une forme de crispation identitaire, en contrepartie par son indéfectible attachement au multiculturalisme trudeauiste. Couillard semble trouver acceptable l'implantation dans la société québécoise de communautés culturelles qui évoluent indépendamment du reste de la population, tout en propageant des valeurs et des coutumes radicalement contraires au libéralisme politique que Couillard, la main sur le cœur, fait semblant de professer, parce que promouvoir le multiculturalisme, rappelons-le, c'est dire « faites comme chez vous ». Je vais conclure là-dessus en disant « oui, c'est étonnant à quel point, depuis déjà quelques décennies, le Parti libéral a trahi son héritage culturel et intellectuel, qui s'était toujours opposé à ce qu'eux-mêmes ont qualifié de la grande noirceur au Québec, c'est-à-dire où le religieux, le pouvoir religieux, occupait un rôle très important parce que l'État québécois, alors embryonnaire, n'avait pas les moyens d'offrir des services à sa population. Il faut se rappeler qu'au début des années 60, l'Église elle-même était bien contente de céder les rênes de l'éducation et de la santé à ce nouvel État québécois qui était en train de naître, considérant que ce n'était pas là son rôle. Et aujourd'hui, à nouveau, eh bien, le rôle de l'État est d'assurer un espace de neutralité. Avant d'être des croyants, nous sommes des citoyens. Et il ne m'apparaît pas que c'est une grande injustice que quand nous avons le privilège de travailler pour la fonction publique, donc de servir des citoyens, de surseoir à ses convictions religieuses. Et tout le petit préambule que je vous ai fait sur les diverses familles du protestantisme et celle que j'ai rapidement esquissée de l'islam ne visait qu'à une seule chose au fond. C'est que le voile, par exemple, a plusieurs significations. Pour certaines, c'est un signe de modestie. Pour d'autres, c'est un signe de coquetterie même, on l'a vu.
Pour d'autres, c'est un signe d'appartenance politique. Mais moi, simple citoyen, est-ce que j'ai à me poser la question lorsqu'un fonctionnaire de l'État m'offre un service de réfléchir à quel niveau se situe son engagement religieux et séparer le religieux du politique, comme certains intellectuels le font, m'apparaît une bien curieuse incongruité. Que savent-ils au juste des motivations profondes que recouvre, par exemple, le port du voile? Et est-ce que moi, simple citoyen, je dois me poser la question lorsqu'un fonctionnaire de l'État m'offre un service? Assurément pas. Ça ne me regarde pas. Et on l'a vu à travers 5 siècles de guerre de religion entre protestantisme et catholicisme. On a vu les ravages. Et ces guerres-là, c'est oublier qu'elles ont duré jusqu'au début des années 80. C'est pas si longtemps que ça. Et ce qui se passe en ce moment dans le monde musulman, c'est une guerre équivalente à celle que nous avons connue dans notre passé chrétien. Voilà. Elle est sans doute très longue cette vidéo, vous connaissez la suite. Allez, bonne journée.